Bonjour, bienvenue sur la chaîne principale de l'Académie d'agriculture. Nous accueillons aujourd'hui Bernard Bourget et Gérard Viat, tous deux membres de la section 10, Économie et politique. Bernard Bourget, vous avez organisé le 5 mai dernier une séance intitulée « Quelles conséquences du Brexit pour les secteurs agricoles et alimentaires ?» Et Gérard Viat, vous avez conclu la séance. Je vous laisse la parole et vous allez nous dire quels enseignements vous tirez de cette séance. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je voudrais, moi d'abord, dire pourquoi on a fait cette séance et quel était l'objet. Il y avait un double objet. C'était d'abord de voir quelle politique le Royaume-Uni allait conduire, quelle politique agricole le Royaume-Uni allait conduire à la suite de son départ de l'Union européenne. Et le deuxième aspect est celui du commerce, parce que, alors je crois qu'il faut bien le rappeler, le Royaume-Uni importe beaucoup de produits en provenance des membres de l'Union européenne. Et c'est vrai tout particulièrement pour l'Irlande. C'est pour ça que l'on a fait appel à Carmel Cahill, qui est irlandaise, mais qui a aussi été directrice adjointe de la direction je crois à l'époque, elle s'appelait de l'agriculture et du commerce à l'OCDE. Gérard Biat, bien sûr, tout le monde le connaît, il a été directeur de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation à l'OCDE, et je crois que c'est important d'ailleurs de s'appuyer sur l'OCDE, qui est à Paris. On ne le fait pas toujours suffisamment. Alors, moi, j'ai voulu, dans un premier temps, montrer que le Royaume-Uni avait passé près de 50 ans au sein de l'Union européenne, et ça laisse des traces. Et l'une de ces traces qui étonnera personne, c'est que le Royaume-Uni a introduit des mesures agro-environnementales. L'environnement est très important pour les Anglais, et c'est lui qui a introduit les premières mesures agro-environnementales. Alors maintenant, c'est évidemment, ça ne pose plus de problème, mais à l'époque, c'était un peu nouveau. Ce qui est intéressant, et là on le verra, on l'a vu dans cette séance, c'est que Janet Dwyer, qui est professeure à l'université de Gloucestershire, donc en Angleterre, nous a tracé les nouvelles lignes de la politique agricole anglaise, où l'environnement aura une place considérable. D'un autre côté, et je crois qu'il faut le rappeler, le fait que le Royaume-Uni soit dans l'Union européenne pendant près de 50 ans a conduit à une européanisation, d'ailleurs disent les journaux anglais, du régime alimentaire britannique. C'est important parce que ce qui va se passer dans les nouveaux accords, notamment avec les États-Unis, est-ce que les Anglais vont accepter, j'allais dire, de manger du bœuf aux hormones et des poulets chlorés, puisque les Américains risquent de leur imposer. Alors moi, je m'arrête là parce que je voudrais que Gérard dise un certain nombre de mots. On reviendra ensuite parce que l'accord en question, l'accord de coopération, moi, ce qui m'a frappé au cours de cette séance, c'est que sur les différents points où il y avait des difficultés dès le départ, où les Anglais n'étaient pas d'accord, on rencontre à nouveau ces nouvelles difficultés, comme si cet accord, j'allais dire, pour les Anglais, c'est en gros, on a été obligé de faire ça, mais on va revenir à ce qu'on peut faire. Alors, on reviendra peut-être un peu là-dessus, parce que Gérard a beaucoup insisté là-dessus. C'est pas parce que l'accord a été signé que tout est réglé. À toi, Gérard. Oui, merci Bernard. Bon, tout d'abord, bonjour à vous tous. Merci à Bernard d'avoir organisé cette séance qui était, je crois, vraiment tout à fait pertinente. Et merci notamment aux intervenants qui venaient de 3 des pays les plus concernés, le Royaume-Uni, l'Irlande et la France. Ça nous a permis non pas de tirer des conclusions du Brexit, parce que ce serait vraiment tout à fait prématuré, mais au moins de faire le point des difficultés et des changements possibles que l'on peut identifier.
Et la première remarque que je formulerai, au-delà des incertitudes que tu as mentionnées, Bernard, c'est le fait que nous avons, avec le Brexit, un bon exemple de l'interaction entre les politiques commerciales d'un côté et les politiques nationales de l'autre. Et c'est surtout visible au Royaume-Uni, comme tu l'as dit, mais il y a également des incidences très fortes sur les politiques nationales dans le cas de l'Irlande. Dans le cas de la France, les incidences restent membres de l'Union européenne, donc dominés par la PAC, et il y a des incidences au niveau des courants d'échange, et puis peut-être au niveau de la structure agricole dans certaines régions et pour certains produits, mais ce ne sont pas des changements aussi fondamentaux que ceux qui ont été analysés, ou prévus au moins, pour le Royaume-Uni. Et je crois qu'on a ici vraiment ce bon exemple du fait qu'on ne peut pas traiter de la politique agricole de manière indépendante. Alors, il y a le lien avec la politique commerciale et il y a, dans le cas du Royaume-Uni, comme tu l'as dit, un lien vraiment majeur avec la politique environnementale. Le Brexit donne l'occasion, en fait, à l'Angleterre, notamment à l'Angleterre, de revenir à une politique progressivement à une politique dominée par les considérations environnementales, et c'est affirmé très clairement par les autorités britanniques qui disent environmentally sustainable farming is sustainable to our food policy. Et l'évolution prévue pour les 7 années à venir par le Royaume-Uni montre notamment un changement radical dans la répartition des aides de l'agriculture. Cette répartition des aides, qui est un problème qui est permanent dans le cadre de l'Union européenne, de la réforme de la PAC, qui s'est penchée sur cette problématique depuis très longtemps, le Royaume-Uni, en au moins l'Angleterre, va pouvoir trouver sa propre voie pour trouver cette répartition. Et l'Angleterre, au moins, prévoit que plus de 60% de ces aides seront attribuées soit pour des facteurs environnementaux et une petite part également pour le bien-être animal. J'ajoute une remarque. J'ai mentionné dans cette intervention, j'ai fait la distinction entre Royaume-Uni et Angleterre. Oui. Ce qui est aussi intéressant et qui, à mon avis, qu'il faudra suivre parce que ce sera une sorte de laboratoire d'évolution des politiques agricoles, c'est le fait que si l'Angleterre a, semble-t-il, un scénario d'évolution de sa politique agricole relativement clair, il sera probablement différent dans les 3 autres nations qui forment le Royaume-Uni, notamment en Écosse, et peut-être aussi au Pays de Galles ou en Irlande du Nord. Donc voilà, c'était ça ma première constatation, et le fait que ce sera vraiment très important pour les acteurs, mais aussi pour les analystes, de suivre la manière dont les politiques vont évoluer dans tous les partenaires qui sont impactés par le Brexit. Oui, moi je suis d'accord avec toi, et je pense que ça peut être intéressant aussi pour l'Union européenne, parce que chaque État membre actuellement est en train d'élaborer son plan stratégique national. Et on verra peut-être certains pays s'orienter de la même façon que l'Angleterre. Sans doute pas aussi fortement, mais ça peut être intéressant. Bon, maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aussi au problème du traité et puis de l'évolution des marchés. Je crois que Carmel Cahill a quand même montré que pour l'Irlande, c'est un problème considérable compte tenu de ses échanges avec le Royaume-Uni. Et puis, puisque c'est pratiquement la moitié de ces échanges qui se font là. Donc, je crois que l'Irlande craint beaucoup les accords de libre-échange qui vont être passés avec un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes exigences et qui ont une compétitivité très forte. On pense aux pays de Mercosur, bon, on pense aux États-Unis, mais ça peut, alors moi je crois, alors on n'a pas beaucoup abordé, mais il faudra qu'on le voit, c'est que ça peut avoir des effets sur l'Irlande, bien sûr,
mais également sur l'ensemble du marché européen. On sait que les marchés agricoles sont très sensibles à des surproductions ou à des pertes de débouchés. Alors, on ne sera pas dans le cas de la Russie qui a fermé brutalement, mais on peut avoir des évolutions qui vont amener des tensions sur certains marchés. Moi, je pense en particulier au marché laitier, à nouveau. Elle nous a dit que les Anglais étaient en train d'augmenter. Ouais, ils ont des génisses de race laitière, donc ils vont augmenter leur production laitière, puisqu'ils importent actuellement 90%. Et je pense en particulier, moi, à la région dans laquelle je suis, la Normandie, ils risquent d'avoir aussi des problèmes de débouchés de ce côté-là. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le sucre, par exemple, il y a les fruits et légumes. J'ai moins de crainte pour les produits, les vins et spiritueux, parce que, bon, là, ce qui pose d'ailleurs un peu un problème, et ça, c'est Thierry Pouche qui l'a bien soulevé, pour la France. Est-ce qu'elle va pouvoir jouer une carte auprès du Royaume-Uni liée à la notoriété de certaines productions? Je crois qu'il faut vraiment être dans le haut de gamme si on veut passer en face de certaines importations à coût beaucoup plus faible. Il y a une vraie question qui devrait être abordée et je crois que Gérard Viat l'a souligné également. Donc je te laisse Gérard parce que tu as aussi abordé le problème des accords de libre-échange et tu as montré les limites. Oui, je compléterai peut-être ton analyse sur 2 points. Ton analyse sur les courants là, est tout à fait pertinente. Il y a évidemment énormément d'incertitudes. Ça, on a répété le mot incertitude en permanence durant cette session. Je crois que c'était un peu un défi pour les intervenants de quand même d'avoir essayé de discerner au moins sur la base des premiers mois de la mise en œuvre du Brexit quelques évolutions possibles, mais je crois que ce sera très important de suivre ces évolutions. Et, pour l'instant, je ferai deux remarques. Une remarque générale et puis ensuite, ma remarque générale, c'est que nous avons bien affaire à un accord de libre-échange. Un accord de libre-échange qui est un accord classique et qui ne comprend pas tous les volets réglementaires ou harmonisation de normes et de conditions de transport, etc., que l'on a pu connaître lorsque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne. Et on voit déjà apparaître ce fameux transfert de lignes de transport entre l'Irlande et l'Europe, par exemple, avec le passage non pas par le Royaume-Uni, qui était le plus pratique et le moins coûteux, mais par la voie maritime entre l'Irlande et l'Union européenne. Et c'est un changement qui est d'une très grande importance sur le plan économique parce qu'il accroît considérablement les coûts. Donc, ça illustre bien les limites de l'accord de libre-échange classique tel qu'on les a développés à la fin du XXe siècle, par exemple. À la fin du XXe siècle, on disait, voilà, l'accord de libre-échange, c'est la voie vers une libéralisation progressive des échanges, vers un passage à un monde plus ouvert, etc., etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que si on en reste à un accord de libre-échange tout à fait classique, on a beaucoup d'autres obstacles aux échanges qui sont devenus plus importants que les droits de douane ou les contingents qui sont abolis dans un accord de libre-échange de l'ancienne génération, si vous voulez. Ça, c'est ma première remarque globale. Ma deuxième remarque, et pour aller au-delà de ton analyse à l'intérieur de l'Union européenne, qui est tout à fait pertinente, c'est de souligner également qu'on pourrait avoir, mais là les incertitudes sont grandes, aussi une modification dans les courants d'échange avec les autres grands producteurs, exportateurs ou importateurs du monde. Il faut se souvenir quand même que le Royaume-Uni avait des liens commerciaux extrêmement forts avec certains grands pays exportateurs agricoles en Océanie, ou notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais également en Amérique du Sud. Et la question peut se poser de savoir si certains de ces liens commerciaux vont être restaurés. La réponse est un peu ambiguë. D'un côté, on dit oui, parce qu'il y a de nouveaux courants d'échange qui se développent, par exemple avec le Mercosur.
et les liens avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie n'ont jamais été totalement rompus, donc ils pourraient être restaurés. Néanmoins, il n'y aura probablement pas de révolution totale dans l'organisation des flux d'échange. Mais il faut tenir compte du fait que là aussi, la structure globale des échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires sera nécessairement modifiée au cours des années à venir. Et ce qui adviendra, par exemple, des traités de commerce ou de libre-échange entre l'Union européenne elle-même et les pays du Mercosur ou le Canada et les États-Unis auront un impact également sur la structure globale des échanges. Donc la problématique, disons, Brexit, entre guillemets, Oui. on va l'insérer à l'intérieur d'une évolution globale des échanges agricoles sur le plan mondial qui sera plus ou moins marquée et dont il est difficile actuellement de voir vraiment les contours. Oui, moi je te rejoins, Gérard, et je pense que ce qui est important, c'est pas exactement ce qui s'est passé dans les 3-4 mois qui viennent, où le Brexit vient d'être appliqué, mais c'est de bien suivre les évolutions qui vont se dégager, qui vont apparaître, et peut-être aussi de bien s'assurer que les conditions d'application de cet accord sont respectées. Je le disais au début, moi j'ai trois exemples, les trois cas qui ont été difficiles dans cet accord. La pêche, bon, ça ne se passe pas bien, hein, puisque les Anglais disent les petits bateaux, on ne les voyait pas avant, ils n'étaient pas enregistrés, donc on n'en veut pas. Bon, ce qui pose un gros problème, parce que s'il y a plus gros bateaux, pour la France, c'est dramatique, parce qu'on a surtout des petits bateaux, et ce n'est pas ceux qui font le plus de dégâts, c'est au contraire ceux qui sont les plus respectueux des zones maritimes, des quotas de pêche, des choses comme ça. Et le deuxième aspect, alors moi aussi, qui me frappe, on en a un petit peu parlé, c'est la zone grise qui est en train de s'installer entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Et le premier exemple, c'est que le gouvernement britannique a reporté l'application de cet accord, donc les contrôles, au 1er octobre. Donc ça fait quand même des cas. Et puis alors, ce qui frappe aussi, c'est que du côté du Royaume-Uni, on n'est pas très pressé d'appliquer un certain nombre de choses concernant cet accord. C'est comme si, bon, bah, ça y est, on tourne la page. Et ça peut être, notamment en termes de conditions de concurrence loyale, le fameux level playing field, ça va être très difficile. Tu as raison de le rappeler. Moi, la conclusion que je tirerai finalement de tout ça, c'est qu'il faut suivre l'application de cet accord, l'évolution des marchés, l'évolution des politiques agricoles de manière très, très sérieuse, hein, et voir y revenir là-dessus. Voilà, moi je termine là-dessus. Oui, je suis tout à fait, je partage tout à fait ton idée qu'il faut suivre ces évolutions de près. D'ailleurs, c'était le leitmotiv de mes conclusions, des conclusions que j'ai tirées à la fin de la séance. Et je pense que pour l'Académie d'agriculture en particulier, ce sera une responsabilité qui me paraît importante. Et dans ce contexte-là, je pense que l'Académie peut jouer son rôle multidisciplinaire en mettant ensemble des considérations globales et des considérations plus spécifiques sur les échanges d'un côté et sur les politiques agricoles globales de l'autre. Moi-même, je vois, disons, il me semble qu'on voit relativement clairement comment l'Angleterre, je dis Angleterre et pas les autres nations du Royaume-Uni, comment l'Angleterre va faire évoluer sa politique agricole. Pour moi, c'est l'élément peut-être le plus clair des évolutions futures, ce qui est apparu le plus clairement dans l'exposé notamment de Janet Dwyer, qui était très clair sur ce point-là. Par contre, en ce qui concerne les courants d'échange, il y a beaucoup d'inconnus, mais il faut reconnaître que certains d'entre eux, de ces courants d'échange, vont être perturbés d'une manière importante
est importante pour certains pays. Je crois que l'exemple le plus typique, ça a été l'exemple des exportations de viande bovine de l'Irlande. Voilà. C'est probablement le flux d'échange qui sera le plus impacté, avec à l'inverse, parmi les flux d'échange qui seront le moins impactés, celui que tu as mentionné, Bernard, tout à l'heure, c'est-à-dire celui des boissons alcooliques exportées par la France vers le Royaume-Uni. Mais entre ces deux extrêmes, l'impact maximum et l'impact minimum, on aura probablement beaucoup de situations intermédiaires selon les produits et selon les flux d'échange. Mais l'essentiel, je crois, ce sera en fin de compte de déterminer quelle est l'incidence sur l'évolution structurelle de nos agricultures. Alors là aussi, on a un impact fort ou une volonté forte de la part de l'Angleterre. On a un impact qui sera probablement assez fort, même certainement fort en Irlande, du fait de la modification des potentialités d'exportation vers l'Union européenne. Et entre deux, on aura là aussi des évolutions divergentes qui seront aussi motivées par les considérations politiques globales. Et je pense notamment au cas de l'Écosse, parce que dans le cas de l'Écosse, il est extrêmement difficile actuellement d'envisager un scénario général d'évolution de l'agriculture écossaise avec l'inconnu sur la position politique de l'Écosse dans le contexte du Royaume-Uni d'une part ou éventuellement de l'Union européenne plus tard. Alors, pour terminer quand même, je voudrais dire que moi, j'apprécie beaucoup la contribution des membres associés, les membres étrangers de notre académie. Je crois qu'il faut faire très attention, c'est très important de ne pas faire du franco-français, hein, et surtout dans un cas comme celui-ci. Et là, on a quand même la contribution de Janet Dwyer qui est anglaise, de Carmel Caïd qui est irlandaise et bien sûr Gérard Viat qui est suisse. Bon, ses travaux à l'OCDE comme à la FAO montrent qu'il a une vision globale, mais c'est très important d'avoir ça. Moi, je termine là-dessus et je dis au revoir à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Bon, moi je vais terminer simplement en te remerciant, Bernard, pour cette orientation internationale de l'Académie d'agriculture de France. J'y ai participé depuis ma retraite de l'OCDE, là où j'ai gagné ma liberté, si je puis dire, et le droit de participer à des institutions nationales, ce que je n'avais pas le droit en tant que fonctionnaire international. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont l'Académie d'agriculture s'est ouverte. J'ai senti au cours de ces dernières années une très grande ouverture de l'Académie d'agriculture vis-à-vis de la problématique d'une part et aussi cet effort de faire appel de plus en plus aux membres étrangers ou associés, comme on dit aujourd'hui, de l'Académie d'agriculture. Donc je crois que tous mes collègues qui sont des membres associés et moi-même, nous sommes prêts à nous engager pour continuer ce travail de collaboration et pour remercier l'Académie de l'agriculture de nous accueillir et de nous permettre de participer à des échanges que nous considérons pour nous-mêmes aussi d'une très grande utilité. Donc merci à vous tous et merci notamment à Madame Ledoux pour avoir organisé cette réunion en Zoom aujourd'hui. Oui, merci à tous. Merci à Christine, Christine Ledoux.